23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce dernier point de l'information. Deux premières candidatures enregistrées pour l'élection sénatoriale du 24 mars prochain. Le dépôt des candidatures est ouvert depuis le 23 février dernier et se poursuit jusqu'au 9 mars 2018. Les femmes à l'honneur ce mois de mars. La journée internationale de la femme sera célébrée dans 3 jours. Ce sera le 8 mars prochain. Le ministère du Commerce et de l'Artisanat, soucieux du mieux-être des femmes de Côte d'Ivoire, a négocié et obtenu un prêt de la Banque populaire du Maroc. Et puis l'actualité internationale va nous conduire ce soir, entre autres, au Burkina Faso, où les présidents Faure Gnassingbé et Mamadou Issoufou étaient en visite officielle après donc les attaques de Ouagadougou. Bienvenue dans ce 23 heures. Deux premières candidatures enregistrées pour l'élection sénatoriale du 24 mars prochain. Notez que le dépôt des candidatures est ouvert depuis le 23 février dernier et se poursuit jusqu'au 9 mars 2018. Ces deux premières candidatures sont issues des régions des Grands Ponts et du Cavali. Mamadou Okwasi. 11 jours après l'ouverture du dépôt des candidatures pour l'élection sénatoriale, la Commission électorale indépendante CEI enregistre ce lundi les premiers candidats. Il s'agit de la liste Paix, Unité, Développement de Bombro Lezou Francis et Memel Gra Félix pour la région des Grands Ponts et la liste Union, Paix, Développement conduite par Kaïd Dezou Léopold et Thomas Simplice pour la région du Cavali. C'est une satisfaction pour nous, une fierté. Après ce parcours donc pour déposer ce dossier, ne soyez pas étonnés que vous ne voyez pas assez de personnes. C'est pour constituer les dossiers que les gens sont en difficulté. Mais nous avons fini et très bientôt nous serons avec vous comme les sénateurs pleins pour la République de Côte d'Ivoire. C'est des élections, n'est-ce pas, qui sont tout de même assez importantes, pour lesquelles il ne faut pas s'engager comme on le veut. Il faut prendre certaines mesures, prendre le pouls du terrain et s'engager afin de pouvoir gagner effectivement. C'est dans cet ordre-là que nous avons mis du temps. Nous avons pris du temps. Maintenant que nous sommes sûrs que nous pourrions gagner, nous sommes venus déposer notre liste. Ouvert depuis le 23 février 2018, le dépôt des candidatures va prendre fin le 9 mars. Pour être candidat, il faut entre autres être âgé de 35 ans au moins, être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de 10 ans. Un reçu de cautionnement d'1 million de francs CFA du Trésor public est également exigé. Le scrutin est prévu le 24 mars prochain. Voilà, le reportage est signé Moussa Konaté. Passation de charge ce lundi 5 mars, vous le voyez en image, au ministère donc de l'Industrie et des Mines. Appelé à d'autres fonctions à la tête de la commission de la CEDEAO, le ministre Jean-Claude Brou a cédé son fauteuil au ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, et qui assure donc son intérim jusqu'à ce que nouveau ministre soit donc nommé à ce poste. Le ministre Souleymane Diarra s'est engagé à travailler avec abnégation afin de parvenir à l'aboutissement des chantiers entrepris par son prédécesseur. Notez que la passation de charge a eu lieu en présence du secrétaire adjoint du gouvernement, Daroger Charlemagne. On poursuit avec les douanes ivoiriennes qui évoluent le projet d'interconnexion de leur système d'informatique avec la sous-région. 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Sénégal, représentés en Côte d'Ivoire, sont donc ici à Abidjan pour un atelier d'évaluation. Le projet devrait permettre de fluidifier les contrôles, c'est ce que nous dit Lanciné Pakayoko. Ce projet d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers aura l'avantage de rendre systématique l'appurement des déclarations de transit et de réduire de ce fait les trafics frauduleux sur les territoires traversés. La fiabilité, la mutualisation et la sécurisation des données informatiques sont autant de conditionnalités devant permettre au projet, une fois achevé, d'être un puissant levier d'interface régionale, notamment en matière d'information et de renseignement. Au sein de la CEDEAO, en effet, la multiplication des procédures de transit sur les différents corridors provoque également l'arrêt prolongé des camions à la frontière, ce qui constitue
un obstacle à la libre circulation des biens et au développement des échanges commerciaux dans la région. La digitalisation des opérations douanières permettra sans nul doute de réduire les coûts des transactions, les frais de route, d'améliorer la collecte des recettes douanières et de mettre à la disposition des administrations douanières beaucoup de moyens techniques modernes pour mieux protéger la santé et la sécurité des populations. Protéger la santé, sécuriser les populations et surtout augmenter les recettes douanières. Des perspectives qui cadrent bien avec les objectifs du gouvernement. Il s'agit notamment de permettre aux administrations douanières de disposer de données fiables et sécurisées, mais également aux autorités d'avoir une visibilité étendue quant aux choix et décisions stratégiques dans la conduite des politiques économiques. L'opérationnalisation de ce projet d'interconnexion entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo bénéficie de l'appui technique et financier de divers partenaires internationaux dont la Banque mondiale et l'Union européenne. Les femmes à l'honneur ce mois de mars. La journée internationale de la femme sera célébrée dans 3 jours. Ce sera le 8 mars prochain. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, soucieux du mieux-être des femmes de Côte d'Ivoire, a négocié et obtenu auprès de la Banque populaire du Maroc un fonds de 5 milliards de francs CFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Comment y accéder? Élément de réponse dans ce dossier signé Justine Duquet. La population ivoirienne se compose de 51% d'hommes et de 49% de femmes selon l'Institut national de la statistique. L'économie ivoirienne est essentiellement basée sur l'agriculture qui occupe 65,8% de la population active, dont 67% de la main-d'œuvre féminine. 60 à 80% de la production alimentaire est assurée par des femmes et 59% occupent le secteur tertiaire, généralement dans l'informel. Malgré cette représentativité, peu de femmes s'aventurent dans la création d'entreprises. La Côte d'Ivoire ne compte que 15% de femmes entrepreneurs. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, a décidé d'inverser la tendance en mettant en place un fonds de 5 milliards de francs CFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Monsieur le ministre Mandiaraspa a négocié et obtenu un financement de 5 milliards de francs CFA auprès d'une banque de la place au profit des femmes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, il faudra dire que c'est un prêt qui est remboursable. Fruit d'un accord entre les gouvernements ivoiriens et marocains, le fonds est mis en œuvre par la Banque Atlantique Côte d'Ivoire ayant signé une convention avec le ministère du Commerce en août 2017. C'est un fonds qui est destiné à accompagner les femmes entrepreneurs, qu'elles soient porteuses d'un projet, un nouveau projet, ou soucieuses de développer un business déjà existant. Donc ça a été des taux négociés, taux concessionnels de 8% et taillés, on va dire, à la mesure de nos braves femmes. Le fonds est dédié aux femmes de tous les secteurs d'activité entreprenantes et entrepreneurs pourvu qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité. Les dossiers sont à préparer. Ça, c'est un niveau qu'il faut dire que c'est très difficile parce que c'est des choses qui ne sont pas accessibles à toutes les femmes. Il y a deux parties. Une partie qui concerne la banque elle-même pour l'ouverture de compte et une partie qui concerne le dossier de prêt. Puisque nous savons que ce n'est pas très facile pour nos sœurs, nous avons initié des formations. Et déjà, on a formé plus de 180 femmes à Abidjan, à Yamoussoukro et à Bouaké. Et cette formation continue. Pour faciliter l'accès d'un plus grand nombre de femmes au fonds, différentes sortes de prêts et de modalités de remboursement, ainsi qu'un comité spécial d'encadrement des clientes ont été mis sur pied. C'est les crédits court terme qui partent de 3 mois à 12 mois. Et c'est des crédits qui sont octroyés pour le financement de l'exploitation courante. Donc ça peut être des découvertes, ça peut être des escomptes, ça peut être des avances sur facture. On a aussi des crédits moyen terme classiques. On peut également faire les financements à partir de crédit bail. On a ensuite tout ce qui est engagement par signature, donc tout ce qui est caution. On accompagne les dames sur tous les aspects de financement possibles en fait.
Donc les durées en termes de crédit long terme peuvent aller jusqu'à 7 ans. Les premières bénéficiaires, 10 femmes, ont reçu chacune un chèque en décembre 2017, valeur totale 261 millions de francs CFA. Dame Ewia, au nombre de ces femmes, a eu gain de cause après avoir satisfait aux critères d'éligibilité. J'ai monté toutes les factures. J'ai donné mon registre de commerce, j'ai donné ma déclaration fiscale et la localisation de mon magasin, le bail, entre autres, ce sont les choses qu'ils ont demandées. Et quand le ministère a déposé à la banque m'a fait appel. Je suis allé, ils m'ont posé plusieurs questions et j'ai parlé de l'activité et ils ont vu que c'était porteur. Donc ils m'ont financé. Moi, comme je suis dans le textile, pour moi, ils ont fait le prêt spot. C'est-à-dire que chaque 3 mois, c'est renouvelable sur 1 an. Toutes les femmes porteuses de projets qui s'adressent au ministère pour l'octroi du fonds n'ont pas souvent une bonne connaissance du plan d'affaires, ce qui freine le traitement rapide des dossiers, d'où l'appel du gestionnaire du fonds. Ce sera de demander aux femmes de se faire accompagner par des professionnels dans l'élaboration de leur business plan. Et ces professionnels-là sont habitués à cet exercice qui permettront de prendre en compte tous les aspects du projet que les dames veulent mettre sur pied. Et avoir une vue à 360 degrés, ça évite de multiples rencontres avant de finaliser un dossier. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, qui a élaboré un document-programme depuis 2013 pour l'accompagnement, le financement et la promotion de toutes les PME et start-up, avec ce fonds de 5 milliards de francs CFA, n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. 20 milliards de francs CFA sont prévus pour accélérer l'accès des femmes au crédit en vue de les sortir de l'informel et accroître le nombre de femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. 3e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Les responsables ont fait le point des activités, 18 mois d'exercice après. Bilan satisfaisant, mais il y a encore des défis à relever. Grâce Kando. 18 mois après le renouvellement de ces instances, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, dresse le bilan de ses activités. Ce, à la faveur de sa 3e Assemblée générale ordinaire. L'OJPCI renoue avec ses grandes conférences nationales, l'installation des sections de l'OJPCI à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à Boisseau notamment, et à Divo bientôt. Et nous pensons que notre cheval de bataille, qui est la formation, est en tout cas maintenu. Le ministère suit avec beaucoup d'attention et d'intérêt les activités des organisations professionnelles. C'est une dynamique qui intéresse M. le ministre et qui entend, par-delà ces organisations professionnelles, apporter tout le soutien nécessaire à l'évolution, au développement de la presse et des médias en Côte d'Ivoire. Relations sino-ivoiriennes, quel impact pour les médias? Thème de la 3e Assemblée générale ordinaire. Occasion pour l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Tang Weibin, de revenir sur les actions menées par son pays au profit des journalistes ivoiriens. Entre autres, la formation d'une vingtaine de journalistes en Chine en août dernier et des conférences thématiques sur la culture chinoise. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire nous a beaucoup enrichi sur ces relations, les relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine, notamment en matière de médias, en matière numérique, et nous a donné des chiffres sur l'économie chinoise. En termes de perspective, l'OJPCI compte étendre ses actions au niveau de la société civile. Un guichet d'information fiable et crédible pour les journalistes et les institutions en Côte d'Ivoire est aussi en vue. On poursuit en images. Bientôt, le Conseil économique, social, environnemental et culturel va enregistrer 2 gros événements. La réunion du conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques, sociaux et institutions similaires. Également, un atelier avec pour thème central l'impact de la révolution numérique sur l'avenir de l'humanité.
Le lancement de ces deux faits majeurs a eu lieu au cours d'une conférence de presse animée par Tiemele Amwakon et Djampon, coordonnateur général de ces deux activités. La région du Gor fait face au défi de l'éducation. Le Conseil régional fait de l'éducation justement une priorité. En un peu plus de 4 ans, le Conseil a investi plus de 2 milliards de francs CFA pour la construction et la réhabilitation de salles de classe. Environ 500 salles de classe sont désormais opérationnelles. Mamadou Kouassi a fait un tour dans la région. Si le taux de scolarisation était moins élevé dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, il y a quelques années de cela, ce n'est pas le cas de la région du Gor. Ici, la difficulté était le manque d'infrastructures pour accueillir le flux d'élèves dans les écoles primaires et secondaires de la région. Depuis ces 4 dernières années, les effectifs pléthoriques ont laissé place à des effectifs rationnels. De nombreuses écoles et salles de classe sont sorties de terre ou ont été réhabilitées afin d'améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants. Par le passé, les enfants s'asseyaient à même le sol là, et quand il pleut, la pluie les frappe. Toute la table était pratiquement mouillée quand il pleuvait là souvent. Ça a fait environ 3 ans, la 4e année, c'est là que le conseil régional est venu pour nous construire ce tout beau bâtiment. L'effectif à Leguata était tellement élevé, donc il fallait que le conseil régional vienne en aide. Et c'est ce qu'a fait le conseil régional. Donc actuellement, nous sommes un peu déconcentrés ici au niveau de Leguata 1. Donc de l'autre côté, je crois que c'est un bien pour toute l'école. De nombreux villages et gros campements disposent désormais d'écoles primaires. Le cycle primaire n'est pas le seul bénéficiaire des actions du conseil régional du Gor. Plusieurs collèges de proximité ont vu le jour dans les différents chefs-lieux de sous-préfecture. C'est le cas de Galébré, qui compte à ce jour 2 promotions avec un collège à base 3. Malgré toutes ces commodités, avec des salles de labo et de recherche, des difficultés demeurent. Depuis l'année dernière, nous n'avons que 4 professeurs bivalents, français et DAC, mathématiques TICE, anglais EPS, et puis physique-chimie SVT. Bon, l'année dernière, ça ne posait pas de problème, sauf en histoire géo, nous n'avons pas reçu d'enseignants. Cette année, les besoins ont été multipliés par 2. Aujourd'hui, ce sont plus de 500 salles de classe qui ont été construites pour décongestionner l'existant afin de rapprocher davantage l'école des populations. Par voir les distances qui séparent ces villages et ces campements à les collèges existants, il était tout à fait important et nécessaire et urgent que je commence mes investissements dans ce domaine. Parlons des collèges. Vous prenez par exemple la sous-préfecture de Guépao. Entre Guépao et Tonla, vous pouvez compter plus de 30 km. Et il fallait que les enfants quittent là pour aller à Tonla. Il faut que les enfants quittent Tonla pour aller à Diego-Nofra. Aujourd'hui, ils ont un collège. Ces infrastructures réalisées par le président du conseil régional du Gor, Joachim Bagnon-Diégué et son équipe, s'inscrivent également dans la mise en œuvre de la politique de l'école obligatoire. En plus de la construction de l'équipement, 30 000 tables bancs ont été déjà distribués. Et malgré ces efforts, des difficultés subsistent. Le président du conseil régional du Gor, qui a fait de l'éducation une priorité, rassure. Joachim Bagnon-Diégué et son équipe entendent tout mettre en œuvre pour une éducation de qualité dans la région du Gor. Nous pensons que c'était les structures de base qui manquaient à notre population. Croyez-moi que nous avons encore beaucoup à faire. Mais nous avons pu, à 5 ans durant, investir, rien que dans ce domaine d'éducation nationale, 1,6 milliard de francs. C'est grâce au président de la République. Il faut le dire. C'est grâce à lui. Sinon, le budget annuel de 700 millions de francs ne pouvait pas faire toutes ces réalisations. Nous sommes aujourd'hui à près de 5 milliards d'investissements. Et ça, c'est la volonté du gouvernement, du président de la République. Des actions saluées par la directrice régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour elle, ces actions portent déjà des fruits, avec des résultats satisfaisants ces dernières années. Nous avons en tout cas salué les actions du conseil régional qui a contribué à construire des bâtiments, des salles de classe, des laboratoires,
les logements de chefs d'établissement dans certains établissements dans les villages, comme Niabo-Djounoua et tout ça. Mais les besoins sont toujours nombreux et nous continuons d'attendre. Le défi, il est là, puisque l'objectif de tout ce qui se fait, de tout ce qui s'investit, c'est justement pour que l'école produise de bons résultats. Et qui dit bons résultats, c'est le nombre d'élèves qui réussissent. Alors, nous travaillons en tout cas dans une proche collaboration. Aujourd'hui, pour pérenniser tous ces efforts du gouvernement à travers le Conseil régional, le civisme et la discipline doivent régner au sein des écoles de la région, une région souvent confrontée à des grèves d'élèves pour des congés anticipés. Dossier signé Mamadou Kouassi. Avec Charles Tatou, on se rend à présent dans la région du Poro, précisément à Korogo, où la présidente du RDR était ce week-end. Henriette Dagri-Dabaté a échangé avec les militants de base sur les nouvelles orientations du Rassemblement des Républicains. Cette petite visite surprise marque la première rencontre de la présidente du Rassemblement des Républicains, Henriette Dagri-Diabaté, avec les militants de base de Korogo. Henriette Dagri-Diabaté se veut une responsable de formation politique à l'écoute des leaders de base de son parti. Elle a mis à profit cette visite pour dévoiler la vision de sa direction pour le RDR Nouveau. Le RDR Nouveau, c'est un parti qui doit tout d'abord garder sa force militante et sa puissance lorsqu'il faut se mobiliser. Le RDR Nouveau est aussi un parti qui doit retrouver sa confiance et la confiance des Ivoiriens. Pour le rayonnement du RDR, Henriette Dagri-Diabaté entend également initier dans les jours très proches des travaux de réflexion approfondis sur tous les sujets de société. Visite rassurante. Les leaders de base ne cachent pas leur joie. Des dons ont ponctué la rencontre d'échanges. Et toujours sur le terrain politique, l'USP pose un diagnostic de la politique ivoirienne. C'était au cours d'une conférence de presse jeudi, ici même dans la commune de Cocody. Le président de l'Union socialiste du peuple, USP, a fait un tour d'horizon de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré, Herman Guivé. Henri Tohou, président de l'USP, l'Union socialiste du peuple, face à la presse, fait un diagnostic de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Il s'est prononcé sur l'économie, notamment sur la chute du prix des matières premières, mais aussi sur la classe politique qui, pour lui, est profondément divisée. Seul le rassemblement de tous les fils et filles de notre pays autour d'une même table peut permettre la résolution de la crise ivoirienne, pour enfin aboutir à une paix durable, donc à un climat favorable à l'investissement interne et externe, pour la création des richesses indispensables à l'élévation de notre pays au rang des pays émergents. Toutefois, il s'est attardé sur la question de la réforme de la Commission électorale indépendante, la CEI, qui, selon lui, attise certaines tensions. Le président de l'USP compte rencontrer les autres partis et acteurs politiques pour une concertation nationale, et ce, pour faciliter un dialogue entre toutes les forces politiques de la Côte d'Ivoire. On parle religion à présent. Hadj 2018, le processus d'inscription pour les candidats et organisateurs privés est enclenché. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a donné hier dimanche le ton. Cette année, 6800 places sont disponibles pour le pèlerinage en Terre Sainte. Les détails avec Serge Coléa. C'est une bonne nouvelle pour les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire. Le quota de pèlerins accordé au pays a été revu à la hausse par les autorités saoudiennes. Il est passé de 5 600 en 2017 à 6 800 en 2018, soit 5 000 pèlerins pour le compte de l'État et 1 800 gérés par les opérateurs privés. Cette augmentation du quota vient récompenser les efforts des autorités ivoiriennes qui chaque année mettent un point d'honneur à encadrer le Hadj d'une bonne organisation. Le ministre nous a rassuré que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que, effectivement, à la date butoir, la Côte d'Ivoire ait soldé ses engagements pour permettre donc aux pèlerins ivoiriens
d'avoir leur visa. Et ça, c'est un soulagement, c'est une satisfaction. Le coût du pèlerinage à la Mecque est maintenu à 2 millions de francs CFA. À ces 2 millions de francs CFA, il faut ajouter les frais annexes qui s'élèvent à 83 750 francs CFA répartis comme suite. Les frais annexes, nous avons 83 750 qui permettent aux musulmans, aux candidats au Hajj, de payer d'avance à la bide le mouton, qui est indispensable au Hajj, les 5 litres de Zamzam, qui est un peu, on va dire, l'eau bénite, l'eau sainte, qui vient de la Mecque. Il y a la ziara interne et externe, c'est-à-dire à Médine et à la Mecque. On préfère les prendre ici. Et au niveau du commissariat, ils ont un dispositif en place qui fait qu'on s'assure que tous ces frais ont été effectivement payés pour le pèlerin. Le directeur général des cultes fait souligner qu'une nouvelle clause de la réglementation saoudienne dispose que tout pèlerin qui n'est pas à son premier Hajj doit payer en plus 300 000 francs CFA pour les frais de visa. Il y a des personnes qui sont à leur premier Hajj, mais faute de place, ne peuvent pas partir. Donc on donne la priorité aux nouveaux pèlerins. Eux, ils n'ont pas de frais à payer. C'est gratuit le visa pour eux. Donc c'est une façon aussi pour l'Arabie Saoudite, je pense, de donner la priorité aux nouveaux pèlerins. Les acteurs du Hajj ont été invités à faire preuve de rigueur et de professionnalisme dans le respect des délais et exigences administratives liées au voyage. À la date d'aujourd'hui, il ne nous reste plus que 70 jours pour accomplir la totalité des formalités. Et ça, c'est un appel que nous lançons donc à tous nos frères, toutes nos sœurs, qu'ils soient organisateurs donc, de l'État ou alors du privé, de mettre tout en œuvre pour que ce délai soit respecté, afin que nous puissions, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, bien vus encore en Arabie Saoudite, et par le Royaume, et également par les autres pays africains, qui s'inspirent toujours de l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous, les organisateurs privés, nous sommes d'autant plus réjouis que l'État veuille nous accompagner dans l'exécution de cette mission-là. C'est aujourd'hui que le lancement est fait. Déjà, les opérations sont ouvertes, mais c'est en même temps maintenant que nous, les opérateurs privés, nous sommes invités à constituer notre dossier de demande d'agrément. Quelque part, ça nous met un peu en retard, ça nous pénalise un peu. Autant nous voudrions conserver, préserver les acquis, nous tendons vers la professionnalisation. Il faut y mettre tous les moyens matériels, administratifs et j'en passe. Les visites médicales ont débuté le lundi 5 mars et vont se dérouler jusqu'au vendredi 4 mai 2018. Les inscriptions sont prévues du jeudi 8 mars au vendredi 11 mai 2018, date butoir. Toutefois, elles s'arrêteront dès que le quota de 6 800 pèlerins sera atteint. L'actualité internationale nous conduit ce soir en Iran, en France, en Syrie et au Burkina Faso. Le Burkina Faso où les présidents Yassingbe Faure et Mamadou Issoufou étaient en visite officielle après donc les attaques de Ouagadougou. Notez également qu'une importante équipe d'enquêteurs est sur place. Le Niger et le Togo solidaires du Burkina Faso après les attentats perpétrés sur son sol vendredi dernier contre l'état-major général des armées burkinabé et l'ambassade de France. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, et le président du Togo, Faure Yassingbe Yadema, sont arrivés ce lundi à Ouagadougou pour y rencontrer leur homologue burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Un convoi d'aide humanitaire est entré ce lundi dans le fief rebelle situé dans la Ghouta orientale, en Syrie. Ces aides arrivent alors que le régime de Damas y mène actuellement une offensive terrestre. Selon des chiffres avancés par le Croissant Rouge syrien et le Comité international de la Croix-Rouge, 27 500 personnes seraient dans le besoin. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu à Téhéran en Iran ce lundi pour demander à l'Iran des gages sur son programme balistique et ses ambitions régionales, afin de tenter de sauvegarder l'accord sur le nucléaire iranien. Jean-Yves Le Drian a rencontré l'amiral Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale et proche du guide iranien, l'ayatollah Ali Khamenei.
Un commentaire de Herman Guivet qui nous conduit en Italie. L'ancien chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, a annoncé ce soir qu'il quittait la direction du Parti démocrate après la défaite de son parti qui a recueilli seulement 18,7% des voix aux législatives de dimanche. Le Parti démocrate a subi une défaite claire et évidente et il est évident dans ces conditions que j'abandonne la direction du parti, a-t-il déclaré à la presse en précisant qu'il ne se représenterait pas lors du prochain congrès du parti. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.